Après la déclaration officielle de la date des élections, la CENI a besoin de 363 jours afin de préparer les élections de 2018. La CENI demande aux responsables étatiques d'officialiser la date. Le nombre des enfants apatrides est considérable à Madagascar. Une éducation au niveau des enfants est nécessaire pour éviter la discrimination des enfants apatrides. 48 heures après le puissant essai nucléaire jamais mené par la Corée du Nord, Séoul lance des manœuvres navales à tir réel. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, après la déclaration officielle de la date des élections, la CENI a besoin de 363 jours afin de préparer les élections de 2018. La CENI demande cependant aux responsables étatiques d'officialiser la date. Reportage de Gaëtan Andrianslav. La CENI a besoin de 363 jours pour les préparations des élections de 2018. La Commission électorale nationale indépendante demande cependant aux responsables étatiques d'officialiser la date afin de bien mener tous les préparatifs. Le président de la CENI, Era Gutmann, a réitéré ce jour que cette demande de date officielle coïncide aux attentes des organisations internationales. Une réunion entre la CENI et le comité de pilotage du soutien au cycle électoral malgache ou SACEM a eu lieu ce jour, un projet en partenariat avec tous les financeurs des élections jusqu'en 2019. Le SACEM prendra en charge de l'opération du guichet unique, un projet en partenariat avec le ministère de l'Intérieur afin de fournir des cartes d'identité nationales à ceux qui n'en ont pas encore. Mais il prendra également en charge du rapport des rectifications des lois régissant les élections. À titre de rappel, 12 millions de dollars, telle est la somme du financement du SACEM pour les élections de 2018. Et sur le plan économique, le climat des affaires dans le pays est marqué par l'hésitation des investisseurs étrangers. Dans les pays développés, les dirigeants étatiques et les investisseurs se démarquent par leur force de partenariat, ce qui n'est pas le cas pour l'État malagasy, à l'instar de la compagnie Bidco Madagascar. Reportage. Le climat des affaires à Madagascar n'est pas favorable aux investisseurs étrangers actuellement, comme pour le cas de la compagnie Bidco. Cette compagnie est classée parmi les plus puissants dans le continent africain. En effet, cette compagnie a participé aux conférences des bailleurs et des investisseurs. Selon les informations, la société Bidco a dû faire face aux diverses épreuves depuis la construction de l'usine à Mahajang, pendant la production d'huile ainsi que pendant sa commercialisation. Rappelons qu'au mois de septembre 2016, la société a respecté les normes environnementales et a pu avoir le dossier comblé pour la demande du permis d'exploitation. Seulement le permis d'exploitation n'a été publié que ce mois de juin dernier et la copie de ce permis n'a été délivrée que mi-août. Ce vendredi 25 août, la société a effectué des dons et a ainsi respecté les coutumes et usages de cette province afin de produire de l'huile après la possession du permis d'exploitation. Le 28 août dernier, les produits de cette compagnie ne sont pas autorisés à la distribution pour la simple raison que les produits doivent passer une autre procédure d'analyse. Le service auprès du ministère de la Santé, en l'occurrence, la CSQDA chargée de faire l'analyse a refusé de prendre l'échantillon du produit destiné à cet effet pour une raison inconnue. Selon nos investigations, le pouvoir en place compte tenir le monopole de production d'huile dans tout Madagascar par le biais d'une société sise à Tuamasin. Une monopolisation considérée comme une source de déstabilisation économique et politique. Selon les économistes, la libéralisation du marché serait la meilleure option pour favoriser la concurrence et donc le développement, la création d'emplois, la maîtrise du prix des produits de première nécessité.
Et les sociétés malgaches connaissent plus de pression fiscale par rapport aux investisseurs étrangers. Selon un économiste, plusieurs points sont négligés dans le pays sur le plan juridique et fiscal, ce qui empêche l'économie malgache de décoller selon toujours les explications. Reportage. Madagascar a signé le 30 août 1994 l'entrée en vigueur le 1er février 1996 la convention fiscale avec l'île Maurice. La France et le Maroc ont grossi les rangs entre-temps. Force est de constater que le pays a tendance à avantager les investisseurs étrangers par rapport à la fiscalité selon Serge Zaf-Mabouf. L'État n'envisage pas jusqu'ici de mettre en place une disposition incitative pour les entreprises malgaches. Les obstacles apparaissent surtout dans le secteur minier, selon les explications. Investisseurs, cela s'appelle une optimisation fiscale. Du point de vue de Madagascar, si l'État est vigilant, mais est-ce que notre État est vigilant pour ses intérêts? Ça s'appelle une évasion fiscale. Donc, en fait, en signant différents accords, Madagascar peut être perdant. Si on prend les investissements miniers, la loi sur les grandes mines est claire. Les entreprises éligibles dans la loi sur les grandes mines ne paient que 50% de la fiscalité et 50%, je dirais, des redevances. C'est-à-dire, donc, au lieu de payer 20%, elles ne paient que 10% de fiscalité, d'impôts, et ensuite, elles ne paient que 1% de redevances. Donc, ça fait au total 11%. Bon. Mais tout ça, c'est légal. Ce sont les dispositions légales incitatives pour les entreprises étrangères. Madagascar dispose d'un fonds conséquent d'un montant total d'environ 6,3 milliards de dollars pour financer son plan national de développement après la conférence des bailleurs de fonds l'année dernière. Des propositions sont avancées par cet économiste pour améliorer l'économie malgache. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la politique de l'État est de tuer en fait le secteur privé national au détriment des investisseurs étrangers. On a besoin, certes, des investisseurs étrangers, mais il faut aussi soutenir les investisseurs nationaux. Or, aucune politique ne soutient aujourd'hui les investisseurs nationaux. Sur ce, il y a à peu près 300 millions de dollars pour la Société financière internationale SFI, qui devrait normalement financer le secteur privé. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que ces financements financent exclusivement les entreprises malgaches dont les capitaux sont détenus à plus de 51% par les nationaux? Puisque de toute façon, les entreprises étrangères ont déjà des dispositifs avantageux. Donc, on devrait soutenir maintenant les entreprises nationaux. On pourrait très bien créer, je dirais, une société financière de capital risque par région, à partir de ce montant, en divisant les 300 millions de dollars. Pourquoi ne pas le faire? L'État doit avoir une politique qui soutient en effet les artisans et sociétés malgaches, selon Serge Zaf-Mabouf. Le secteur minier nécessite une législation incitative. Pour l'heure, le pays est en attente du nouveau code minier. Mais également de l'actualité de ce jour, mis à part le développement socio-économique que la population malgache attend des dirigeants, il est primordial de mettre en place la discipline et une remise en ordre à Madagascar, affirme un analyste politique. Suivez le reportage sur une enquête menée par Cool TV FM en partenariat avec l'agence Capsule. Que pourrait attendre la population malgache de la part du futur président de la République? Telle a été la question posée par l'agence Capsule en partenariat avec Cool TV FM à 401 personnes majeures du 29 au 30 août dernier. 43% de ces personnes interrogées ont répondu que la création d'emplois devrait être priorisée par le prochain président de la République. 35% attendent une baisse des prix des produits de première nécessité. 11% espèrent que le prochain élu luttera réellement contre la corruption, tandis que 6% ont opté respectivement pour la fabrication d'infrastructures et l'éducation. Les développements socio-économiques sont certes importants pour la population, cependant, pour y contribuer, le pays a besoin d'une discipline et fermeté de la part du président de la République,
affirme un analyste politique. N'importe quelle structure que vous allez ériger ici à Madagascar, tant que vous n'avez pas une discipline ferme, une mesure de rigueur, ça voue à un échec. Madagascar a besoin d'un président ayant une mesure de rigueur, ayant cette mentalité de vraiment un père de la nation. C'est-à-dire un président qui regarde le petit, qui regarde le grand et qui regarde l'intermédiaire. Un président qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Madagascar procédera à une élection présidentielle en 2018. Il en est du devoir de la population de faire son choix par la participation active à cette élection. Cependant, quelques mois plus tôt, société civile, partis politiques doutent de la crédibilité de cette élection ainsi que l'indépendance effective de la CENI. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le nombre des enfants apatrides est considérable à Madagascar. Une éducation au niveau des enfants est nécessaire pour éviter la discrimination des enfants apatrides. Reportage. Une personne dépourvue de nationalité est la simple définition de l'apatride. Les enfants dans les milieux ruraux sont ceux qui sont le plus touchés. En effet, les enfants ont besoin d'une éducation afin d'éliminer la diversité causée par l'apatride et leur faire bénéficier d'un même droit tant culturel que social. La réhabilitation et la rénovation des infrastructures des écoles primaires sont des actions qui mènent à une abolition de l'apatridie. L'objectif est de faire comprendre aux enfants le concept du terme pour mieux vivre ensemble et de leur donner ainsi une opportunité d'étudier. Dans le projet prévention et réduction de l'apatridie, initié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec Focus Développement Association, nous avons deux volets, le volet juridique et le volet socio-culturel. Dans le volet socio-culturel, nous promouvons le mieux vivre ensemble pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les enfants, les élèves. On peut encore constater des cas d'apatridie, surtout dans la région de Majunga actuellement. L'action de la HCR ou Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se concentre sur l'élimination de la discrimination des enfants apatrides avec les Nations Unies. Et place aux actualités internationales, 48 heures après le plus puissant essai nucléaire jamais mené par la Corée du Nord, Séoul lance des manœuvres navales à tir réel. Vladimir Poutine met en garde contre toute hystérie militaire. Reportage de France 24. Des navires sud-coréens en mer du Japon. Frégates, patrouilleurs et lance-missiles déployés pour des manœuvres navales à tir réel. Si l'ennemi se lance dans une quelconque provocation sur mer ou sous les flots, nous allons immédiatement répondre et envoyer cet ennemi par le fond. La réponse maritime fait suite à la réponse terrestre. Hier, Séoul a simulé une attaque avec des missiles balistiques sur le site de tir nucléaire du Nord. À l'international, l'escalade inquiète. La ministre française des Armées, Florence Parly, juge possible un conflit ouvert avec Pyongyang. L'Europe risque d'être plutôt que prévue à portée des missiles de Kim Jong-un. Le scénario d'un dérapage vers un conflit majeur ne peut être écarté. Vladimir Poutine met lui en garde contre une catastrophe planétaire. Hier à l'ONU, la Russie a déclaré qu'elle voulait travailler avec la Chine, dernier allié de Pyongyang, pour trouver une solution pacifique. Les Occidentaux plaident pour de nouvelles mesures coercitives. Lors d'un entretien téléphonique, Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in ont convenu de supprimer le seuil limitant la charge portée par les missiles de Séoul. Et l'exode des Rohingyas s'accélère ces dernières 24 heures. C'est un record de 37 000 personnes qui a franchi la frontière pour fuir les violences en Birmanie. France 24. Comme eux, ils sont des dizaines de milliers de Rohingyas à avoir fui la Birmanie vers le Bangladesh. Depuis 10 jours, cette minorité musulmane subit les représailles de l'armée birmane. Ces rescapés auraient été attaqués jusque dans leur maison. L'attaque n'a même pas eu lieu sur la route. Nous étions chez nous. Soudain, des soldats sont arrivés et nous ont tiré dessus sans discernement. De nouvelles violences qui ont débuté le 25 août lorsque l'armée de libération des Rohingyas, un groupe rebelle, a attaqué une trentaine de postes de police birmans. S'en est suivi une violente répression qui a fait, selon l'armée, 400 morts. Ces violences contre cette minorité sont très fréquentes en Birmanie, comme en témoignent ces précédents exodes de la communauté en 1992, 2012 ou encore 2013.
Un drame qui tient au statut même de la minorité rohingya. Le nationalisme bouddhiste au pouvoir considère les musulmans comme des immigrés illégaux qui constituent une menace. La prix Nobel de la paix pakistanaise Malala Yousafzai critique l'inaction du gouvernement mené par Aung San Suu Kyi. Ces dernières années, je n'ai cessé de condamner le traitement honteux dont ils font l'objet. J'attends toujours de ma collègue prix Nobel Aung San Suu Kyi qu'elle en fasse de même. Beaucoup de pays dénoncent ainsi le silence pesant de la dirigeante birmane sur le sujet. L'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan ou encore l'Iran ont pris position en faveur de la minorité musulmane. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Après la déclaration officielle de la date des élections, la CENI a besoin de 363 jours afin de préparer les élections de 2018. La CENI demande alors cependant aux responsables étatiques d'officialiser la date des élections. Et le nombre des enfants apatrides est considérable à Madagascar. Une éducation au niveau des enfants est nécessaire pour éviter la discrimination des enfants apatrides. Et enfin, 48 heures après le plus puissant essai nucléaire jamais mené par la Corée du Nord, Séoul lance des manœuvres navales à tir réel. Vladimir Poutine met en garde contre toute hystérie militaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.